Bonjour, bienvenue. Alors il paraît qu'il faut bien coller le micro. Ah, nous on l'entend bien, oui. Merci d'assister à cette table ronde sur la maintenance prévisionnelle et logistique avec l'IA. Ce que je vous propose, c'est on a 40 minutes à peu près à partager. Je vous propose que chacun se présente et puis après on parlera de cas opérationnels et pratiques et puis on échangera, ça sera l'occasion d'échanger entre tout le monde. Je vais commencer par moi. Je suis Gilles Riboucourt. Je suis en charge de la stratégie de Muvraline, qui est une société qui fait des logiciels en IA frugale pour l'optimisation de gestion de tournée terrain. Voilà. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Donc, Laurent Mismac, je suis le directeur des services au sein de Digital Industries de Siemens. Donc Jean-Louis Allaire, donc moi je fais partie d'Eiffage Energy System, où je dirige notre activité d'intelligence artificielle et de data science. Alors Hugo Nini, je suis responsable d'affaires chez Diagrams Technologies, qui est une start-up qui analyse les données pour leur donner une plus-value. Et tout ça avec une bibliothèque propriétaire de machine learning. Alors on parle beaucoup en général dans l'IA, beaucoup d'IA générative. Donc là on va un peu moins parler parce qu'on est beaucoup dans la maintenance prévisionnelle, prédictive, beaucoup avec de l'IA hybride, des règles métiers, de l'expertise. Donc on va commencer par ma droite directement. À vous, donc je veux bien vous parliez d'un cas pratique, je crois, lié au tunnel. C'est ça, on adresse de nombreux cas qui sont à l'image des nombreux métiers qu'il peut y avoir dans une entreprise de la taille d'Eiffage Energy System. Mais là, je vais vous parler plus spécifiquement d'un cas dans le domaine de la maintenance de tunnels autoroutiers. Donc, on a des collègues qui assurent la maintenance de ce type d'infrastructure de transport, plus concrètement qui assurent la maintenance des équipements qui sont dans ces tunnels, comme par exemple des switches, des automates, des caméras, des boucles de comptage, de la ventilation, etc. Ces équipements sont extrêmement bavards puisqu'ils génèrent environ 1 500 000 alarmes par an. Donc jusqu'à il y a 3 ans environ, nos collègues utilisaient un outil fantastique dont tout le monde dispose pour analyser ces alarmes. Je vous laisse deviner. Excel, voilà. Donc ils utilisaient Excel pour faire ces analyses, ce qui les occupait environ une semaine à temps plein par mois d'un technicien de maintenance. Donc à la place de ça, nous on a déployé des solutions d'analyse statistique. On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, on est vraiment dans l'analyse statistique, des maths intelligentes, de l'informatique, un bon formatage des données. Et rien qu'avec ça, on leur a fait économiser 400 heures par an de ce technicien de maintenance, ce qui est énorme. Et on dira plutôt 800 parce que pendant ce temps-là, le technicien il est sur le terrain à faire son métier. Plutôt que de faire du Excel qui ne l'intéresse de toute façon pas beaucoup. C'est critique puisque c'est des gens qui ont une obligation d'avoir une efficacité opérationnelle certaine, puisqu'il y a des opérations qui se font lors de fermeture de tunnels. Donc nous, ce qu'on a fait, on a perfectionné les algos pour croiser les données également, justement avec les demandes d'autorisation de travaux, mais aussi avec les fermetures prévisionnelles des tunnels. Et là, l'année dernière, on a déployé la couche supplémentaire qui est vraiment du prédictif. Donc là, on parle d'intelligence artificielle. Maintenant, nous utilisons des algorithmes d'association pour anticiper la survenue de certaines alarmes critiques. Alors comment on fait ? C'est un peu comme Netflix qui vous suggère de regarder telle série parce que les autres gens qui ont regardé telle série ont aussi regardé telle autre. Ou Amazon qui vous dit achetez donc un câble HDMI puisque vous avez mis un moniteur ou une télé dans votre panier. Et c'est le même principe, on est un peu plus compliqué. Sauf que nous, on va le faire sur des alarmes. Si vous avez eu une alarme A un lundi, une alarme B un mardi, une C un mercredi, et que ce schéma s'est répété dans le temps, dans le passé, le système, la prochaine fois qu'il verra A lundi et B mardi, il vous alertera, il vous dira il y a 84% de risque qu'il y ait C demain, ce qui permet un gain opérationnel puisqu'on peut commander des pièces de rechange, réserver un créneau de maintenance, etc., et faire du gain opérationnel. Et du coup, ce que vous faites là dans les tunnels, vous pensez à le faire sur d'autres équipements, typiquement ? Oui, absolument. On réfléchit à une généralisation, puisque c'est quand même là qu'on va ensuite dégager de la valeur et être capable de démontrer du retour sur investissement avant de faire les cas d'usage, ce qui est une des grandes difficultés avec l'intelligence artificielle, c'est de prouver que ça a de la valeur avant de le faire. C'est pas toujours facile. J'espère que mes collègues diront la même chose. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à généraliser cette analyse d'alarme spécifique au domaine des tunnels sur l'analyse de tout type d'alarme ou d'événement, quel que soit le système, que ce soit de la maintenance ou de la supervision. On a d'ailleurs démarré des travaux de R&D assez poussés sur le sujet en s'associant avec une université pour travailler sur une thèse et on espère aboutir à une publication, voire peut-être à un dépôt de brevet sur ce sujet-là. Et du coup, vous parliez justement des problématiques de retour sur investissement. Comment, sur un projet comme ça,
on arrive à démarrer, à convaincre le management de démarrer, d'appliquer de l'IA et pour arriver à créer une rentabilité? Parce que c'est toujours un peu difficile. C'est une bonne question aussi. Alors tout dépend de la problématique. Quand la problématique coûte cher, c'est facile. Puisque là, on est prêt à essayer tout un tas de choses et à investir quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros pour résoudre un problème qui nous coûte très cher. Ok, là, tout le monde est d'accord d'essayer. C'est moins évident quand le ROI est moins facile à démontrer. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on préconise, c'est des approches itératives. C'est très classique, mais ça marche. C'est-à-dire de commencer sur un petit périmètre. C'est typiquement ce qu'on appelle le POC, le POV, hein, Proof of Concept, Proof of Value. Par contre, nous, on l'a vécu, on pense qu'il ne faut pas traîner trop longtemps dans cette zone, parce que sinon on ne fait que des POC et on ne fait jamais de projet. Donc même si on fait un POC, il faut déjà réfléchir à l'industrialisation qui va derrière. Et là, vous aviez fait un POC, en l'occurrence, pour le tunnel? Oui, absolument. On avait fait un POC, effectivement, via... Alors bon, Parce que les POC, après, ce qui est compliqué souvent, c'est d'arriver à conclure. Positivement ou négativement, parce que c'est toujours dans les contextes spécifiques. C'est ça, mais là, on avait... Le POC était rapide à faire puisqu'il partait tellement loin finalement en analysant ça manuellement, si je puis dire que bon, c'était facile et ils ont été rapidement convaincus. Ce qui était plus compliqué, c'est de franchir finalement la rivière du prédictif parce que là, il a fallu beaucoup de travail pour arriver au premier résultat. Et là, je pense que ça a marché parce que s'agissant d'un investissement interne, c'était plus simple que de convaincre un client externe. Ouais. D'accord. Et donc, sur quel type d'autres équipements vous comptez faire ça? Alors là, c'est un peu tout système. On a des réflexions dans le domaine de l'aéronautique où on a également une activité assez forte, notamment dans le spatial, où on a des systèmes de supervision qui gèrent par exemple des pas de tir ou ce genre de choses qui remontent énormément d'alarmes, où là on réfléchit à appliquer ce type de système, mais il y en a plein d'autres. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, merci en tout cas. Bravo pour ce cas. Alors, on va enchaîner avec donc Hugo Nini, qui est responsable d'affaires chez Diagram Technologies. Alors, un cas qui est quand même assez différent. Alors, je vais parler d'un POC, justement, et un POC qui s'est déroulé à Dunkerque chez Engie, à DK6. Donc, chez Engie, en fait, ils récupèrent les gaz des hauts fourneaux et de la coquerie pour retransmettre cette énergie à ArcelorMittal et une partie qui repart aussi dans le réseau de distribution. Donc là-dessus, on a été approché par Engie DK6 pour surveiller des registres à actionnement hydraulique. Donc on parle de vannes qui permettent de réguler un débit. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré un an d'historique de maintenance, d'intervention de maintenance, qu'on a croisé avec les données des capteurs. Et après, avec ces un an d'historique, on a eu 3 mois de projet avec les experts métiers qui sont nos clients pour... Il y a une question? Non. Du coup, pour définir des premiers modèles qui permettaient en fait de prévenir quand est-ce qu'il y avait une dérive mécanique sur ces vannes. Alors, moi, je voulais savoir, c'était l'origine du projet. Pourquoi finalement les gens se sont posés, pourquoi la société s'est posée cette question au départ? C'est une bonne question. Je n'étais pas encore arrivé, mais du coup, non. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un ancien de l'industrie. J'étais responsable de prod et de maintenance. Je pense que c'est des enjeux de se dire qu'on a de la donnée qui dort, qui peut apporter de la plus-value. Je pense que, comme disait mon collègue à droite, quand on a des problématiques qui sont coûteuses pour l'entreprise, on est prêt à donner tous les moyens pour y arriver. Donc d'abord un problème de rentabilité quelque part. Exactement. Et lié aussi à l'environnement? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille sur des plateformes qui sont à une trentaine de mètres de hauteur, des registres, c'est à peu près plusieurs mètres de diamètre. Donc les temps d'intervention très lourds qui demandent beaucoup d'outillage aussi pour changer les pièces en hauteur, aussi la disponibilité des pièces. Donc forcément, oui, je pense qu'il y a des grosses problématiques au niveau des coûts. Et auparavant, ils n'avaient aucun système? Où ils avaient un système un peu manuel, de l'Excel et des échanges de fichiers, où il y avait déjà un pseudo-process automatisé? C'était très différent. Ouais. Ils n'avaient pas Excel, mais par contre, en fait, ils avaient PI sur lequel ils pouvaient en fait, visualiser toutes leurs données, tous leurs capteurs, et en fait, ils épluchent ça manuellement, un par un, sur des registres qui sont plus ou moins sensibles. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient les alerter du coup, et ils n'ont plus besoin de se palucher manuellement ces indicateurs et ces registres. Donc encore une fois, une automatisation de tâches quand même qui sont assez répétitives sur de la statistique, et fastidieuses en fait. Sur de la statistique, sur un échantillon de données, oui.
Et donc aujourd'hui, vous en êtes là dans ce POC? Alors justement, on n'a pas de ROI à communiquer. Le projet s'est fini il y a 6 mois à peu près. Ce qui est plutôt intéressant, c'est ils se sont approchés de nous pour déployer encore sur 40 registres supplémentaires. Là, on était à 8 registres et ils veulent déployer la même surveillance sur les 40 autres. Et finalement après? Et après, déjà, juste ça, c'est énorme pour nous. C'est une belle marque de confiance. Et après, on espère l'étendre. Après, aujourd'hui, on travaille sur différents secteurs industriels. C'est ça qui est très intéressant chez Diagram, c'est qu'on va travailler pour des centrales électriques, pour l'automobile. Et sincèrement, on exploite plusieurs données et on essaye derrière de les traduire et de leur donner de la plus-value. D'accord. Parce qu'il y aura une question, je pense, après, tout à l'heure, sur justement la généralisation, la réplicabilité de tout ce qui est fait aujourd'hui. Oui. Donc on l'évoquera tout à l'heure, mais vous êtes déjà ouvert sur d'autres domaines? Là, on travaille déjà avec d'autres clients. Oui. Donc Schneider, j'ai Margot Correa, ma cofondatrice, qui est en train de faire un pitch de l'autre côté avec Schneider pour leur parler d'un cas d'usage qu'on a eu avec eux qui leur a permis de faire gagner 20% sur des machines pneumatiques. Alors, côté Siemens, attendez, je vais reprendre. Merci. Côté Siemens, c'est un usage un peu différent, même si vous avez une mission beaucoup plus large de votre côté. Alors la mission est identique, puisque effectivement le but c'est de pouvoir prévenir des phénomènes qui aujourd'hui ne sont pas du tout visibles. On est toujours à la recherche en fait des signaux faibles qui ne sont pas du tout perceptibles et qui vont permettre effectivement d'anticiper des actions avant qu'elles ne détruisent, on va dire, la machine, ou qu'elles ne détruisent de la qualité, ou qu'elles détruisent effectivement du temps de production. Je voudrais revenir quand même sur un point où, quand on parle en fait de maintenance donc prévisionnelle, predictive maintenance en anglais, pour faire les deux parties, on parle souvent en fait de données, et vous l'avez à peu près dit, donc de données historiques que l'on va comparer avec les données réelles, donc sur un process connecté. L'objectif étant de trouver les déviations qu'il pourrait y avoir et ensuite d'interagir. Et de plus en plus, nous on se dirige vers ce qu'on appelle la maintenance prescriptive, où derrière on va retrouver dans ces cas-là des modèles qui sont plutôt probabilistiques. On va retrouver aussi des modèles liés à des algorithmes d'IA. Exemple, ce qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui dans des gigafactories, où on essaye de monitorer l'analyse d'une chaîne cinématique de moteur. Donc on a bien sûr le moteur, entre deux on a l'accouplement, de temps en temps on peut avoir effectivement donc une boîte de vitesse, où ensuite on a l'application qui tourne, et bien sûr en amont on a ce qu'on appelle le variateur. Et aujourd'hui on a mis en place en fait des IA qui vont se connecter directement sur le variateur, c'est-à-dire que le variateur lui devient source de données naturelles. C'est-à-dire ce qu'on veut éviter, c'est de rajouter des capteurs. Donc en interrogeant le variateur, on va faire tourner en fait des IA. Donc on a par exemple une IA qui va s'occuper de la partie réseau. Donc est-ce que le réseau qui alimente en fait le variateur est propre? Est-ce qu'il ne génère pas de perturbations, notamment les fameuses harmoniques, que ce soit de rang 3, rang 5, etc., que l'on connaît, qui peuvent perturber donc le convertisseur. Ensuite, on va avoir une IA qui va s'intéresser au convertisseur lui-même, donc à savoir les IGBT, de connaître effectivement leur niveau de stress, est-ce qu'ils sont dans leur zone de confort en termes de fonctionnement, est-ce qu'ils sont en fonctionnement optimum, est-ce qu'ils sont en train de subir éventuellement une surcharge ou pas. Ensuite, on va mettre en place une IA qui va plutôt être liée à l'application. Donc là, on va retrouver tout ce qui va tourner autour du condition monitoring, donc par rapport à ce qu'on appelle un footprint, par rapport à une empreinte que l'on aura fait au sein de la machine. On va toujours la comparer, d'accord. C'est-à-dire que le but, on compare toujours ce qui est bon, d'accord, jamais ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, on essaie de reproduire le bon. Donc l'idée, c'est de se rapprocher à chaque fois de cette footprint et de commencer à voir si les déviations sont des déviations naturelles liées à l'usure de la machine ou pas. Et ensuite, on va aussi mettre en place, grâce à l'IA, notamment des capteurs virtuels de température, qui seront en fait l'image de la température réelle d'un bobinage, par exemple, de moteur, et de la température des roulements. Donc de telle façon à avoir en fait une vision complète. Et si on veut aller jusqu'au bout, au niveau de l'IA, donc si on veut aller jusqu'au bout, à savoir sur la chaîne cinématique complète, là on revient, là on est obligé de rajouter des capteurs. Dans ces cas-là, on sera sur des capteurs vibratoires. Et là, on ferait plutôt une analyse vibratoire à différents endroits, de telle façon à commencer à voir si le système dévie ou pas. Donc, de plus en plus, on va parler de prescriptif, puisqu'on va utiliser des modèles algorithmiques. On va essayer de faire en sorte de jouer en fait des scénarios qui sont déjà connus et de voir comment la machine se comporte, d'accord, dans le système.
Et du coup, pour mettre en place de tels systèmes, quels sont les facteurs clés de décision de... Est-ce que c'est la rentabilité uniquement? Parce qu'après, il n'y a pas que ça non plus dans la vie. Non, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que vous avez souvent maintenant une personne de maintenance qui va gérer à peu près 500 ou 600 assets, d'accord, à surveiller. Donc il ne peut pas. À lui tout seul, il ne peut pas. Donc il faut qu'on l'aide, d'accord, il faut qu'on l'alerte en lui disant là il y a un problème, là il y a une déviation qui est en train de se passer, et donc tu dois intervenir. Et ensuite, le niveau d'information qu'on va lui passer, grâce au modèle que l'on a décrit tout à l'heure, va lui permettre effectivement de faire déjà un premier diagnostic sur le chemin où il se rend effectivement vis-à-vis de sa machine. Et ensuite, partant de là, bien sûr, il va interagir. Donc, c'est un enjeu qui est crucial, puisque quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est disponibilité maximum, temps d'arrêt machine minimum. Donc, on va avoir un taux de disponibilité relativement élevé. Et derrière aussi, un nombre de personnes de la maintenance de moins en moins présents sur le site, pour lequel on leur confie un espace beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Et on se dit, bon, bah là, on va mettre en place effectivement des systèmes qui vont t'aider à intervenir au bon endroit, au bon moment, plutôt que de faire la tournée de chaque machine pour savoir si les indicateurs sont bons ou mauvais. Et après, une fois qu'il est sur le terrain, qu'il constate des problèmes, est-ce qu'il y a un support l'IA, à quel niveau l'IA va lui servir du coup? L'IA va lui donner effectivement à quel endroit, d'accord, le problème se positionne, mais il ne lui donne pas la solution. Donc ça veut dire que la personne de maintenance, d'une part, doit être effectivement du sérail technique qui va bien, d'accord, pour pouvoir intervenir au sein du système. Mais aussi, du coup, ce qu'on a prévu de faire nous, chez Siemens, c'est de l'accompagner aussi sur des formations immersives. Donc ça veut dire que des formations virtuelles qui vont permettre effectivement, face à une situation, d'entrevoir les différentes possibilités. Et partant de là, donc de pouvoir éventuellement intervenir avec soit de la réalité augmentée ou soit tout simplement en ayant face à lui des informations qui vont lui arriver en lui disant, voilà, par rapport à ce phénomène, il y a tel et tel cas qu'il faut que tu vérifies et telle documentation est disponible pour pouvoir vérifier ces cas qui sont apparus. Et ça, c'est généré par de l'expertise, on va dire, ou par un support hotline, ou c'est vraiment aussi en IA, pourquoi pas en IA générative ou autre chose? Là, on n'est pas dans de l'IA. Dans ces cas-là, on va pointer éventuellement sur l'élément, et puis derrière, on aura prévu en amont, d'accord, toute une série de documentation pour avoir pris en compte les différents cas de défauts possibles et dire, voilà, si tu as tel comportement sur cette machine, voilà, tu te réfères à tel endroit de telle page, normalement ça doit te donner effectivement cette information-là. Et alors, pour vous, en termes d'expérience par rapport à ces problématiques sur le terrain, en quoi l'IA peut vous aider typiquement? Est-ce que vous l'utilisez? Dans quel cadre ou pas? Ou pas encore? Ouais, mais c'est plutôt des sujets qui sont naissants, je dirais, et c'est justement un des intérêts des IA génératives. Je sais que certains éditeurs de GMAO notamment travaillent là-dessus, mais on peut utiliser les IA génératives déjà de manière assez simple et naturelle pour aller analyser des masses de documentation, et quand un technicien de maintenance est face à une problématique, il peut l'interroger en langage naturel et obtenir immédiatement une réponse qu'il aurait mis plus de temps s'il avait dû parcourir 400 pages de documentation. Donc là, on peut faire un lien direct. Mais après, il y a autre chose, il y a aussi apprendre grâce aux IA génératives à partir des historiques d'opérations de maintenance qui ont été réalisées par le passé. Et là, on peut aller chercher de la similitude entre des cas. Je suis le technicien, ma machine a un problème aujourd'hui, j'interroge ma base de données, ce cas-là, il s'est déjà passé plusieurs fois. Et telle solution a été appliquée. Et là, je reviens au prescriptif dont vous parliez tout à l'heure. Comme le tiens, vous disiez. Oui, un médecin, il peut prescrire effectivement un remède parce qu'effectivement, il a déjà eu des cas similaires. Et quand il tombe sur un cas qu'il ne connaît pas, il ne peut rien prescrire. Dans ces cas-là, il est dans l'interrogation, il doit trouver d'autres experts qui puissent l'aider. C'est ça, c'est ça qui différencie finalement l'IA de la magie. L'IA générative ne génère finalement rien, quelque part. C'est pas ex nihilo, c'est à partir d'historique. C'est des statistiques, il ne faut pas le perdre de vue. Voilà. Et du coup, là, sur la maintenance, est-ce qu'il y a un enjeu, justement, sur l'IA générative ou d'autres? C'est que pour faire de l'IA générative, il faut quand même avoir beaucoup de cas, on en parlait tout à l'heure. Or, dans la maintenance prédictive, ce qu'on cherche, c'est quand même à réduire le nombre de cas. Et du coup, comment on arrive à concilier les deux? Est-ce que vous y arriverez? Est-ce que c'est un enjeu de demain? Alors moi, j'ai très confiance en génératif, mais après, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir du temps. C'est quelque chose qui demande quand même un peu d'historique de données, et c'est surtout qu'il y a une puissance de calcul derrière.
Et on parlait de ROI, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus focalisé sur des pannes précises. Après, je pense que ça va servir, comme disait mon collègue, c'est que sur des rapports d'intervention, pour aller chercher, pour aller puiser de la donnée et toujours en analysant sur les statistiques, ça servira. Mais pour moi, dans la maintenance prédictive aujourd'hui, ce n'est pas forcément la meilleure technologie à l'heure actuelle si on veut du ROI. Alors, un des sujets, mais vous l'avez abordé un petit peu, c'est effectivement les chatbots. Aujourd'hui, de plus en plus, on va utiliser des chatbots qui vont prendre en compte dans une bibliothèque tous les cas qui ont déjà été mis en place sur le système et qu'en fonction de l'interrogation que l'on va faire, le système va orienter, il ne va pas forcément donner toute la solution, mais il va donner une partie de la solution. La personne de maintenance va pouvoir dépanner beaucoup plus rapidement. Après, tout est une question aussi, si on revient un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la 5G, c'est aussi une question en fait, de volume de données. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, c'est bien beau d'interroger, mais on a un volume de données relativement important. La documentation est un des éléments très importants en termes de volume de données. Donc, est-ce que la 5G pourra supporter effectivement ce volume de données tout en laissant la priorité effectivement sur des canaux pour le temps réel, ce qu'on parlait de slicing tout à l'heure aussi. Donc là aussi, je veux dire que l'enjeu d'aider des personnes de maintenance à aller très vite et à pouvoir supporter ce genre de système passera aussi par la thématique qu'on a vue précédemment, qui est la thématique communication. Et aussi par la capacité éventuellement à traiter en local un certain nombre de données. Alors je ne sais pas si vous le faites aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on a les deux technologies. On a la technologie donc Edge, où derrière, effectivement, au plus proche du process, on va pouvoir traiter directement l'usage concerné, ou derrière des solutions qu'on appelle cloud, où là, qui nécessite, pour l'instant, le cloud, on va plutôt le réserver peut-être pour faire du stockage, de l'archivage, mais aussi pour gérer éventuellement les montées de versions d'applications, pour les faire descendre directement en mode Edge, parce qu'il ne faut pas oublier, donc un cloud coûte cher dans la mesure où on va rajouter de la CPU, on va rajouter de la mémoire. Voilà. Donc on va rajouter effectivement de l'usage. Après, on a la solution, ce qu'on appelle MIST, qui consiste en fait à faire en sorte que certains capteurs soient intelligents. C'est-à-dire qu'on va embarquer de l'IA directement dans les capteurs. On a des capteurs TIC SM32 de chez ST Microelectronics qui le font très bien. Et actuellement, on a un POC dans le cadre d'une machine-outil où on essaye effectivement d'arriver à prédire la casse de l'outil de telle façon qu'on puisse effectivement intervenir avant la destruction de l'outil. Pourquoi ? Parce que lorsque l'outil va se détruire, il va sûrement effectivement endommager le brut qui est en cours d'usinage. Et quand on sait dans l'aéronautique, il y a des usinages qui peuvent durer 8 heures, c'est 8 heures de production de perdu, c'est un brut de perdu qui coûte aussi cher, c'est un outil qui est très cher, qui est perdu aussi. Donc là, il y a un enjeu vraiment relativement important de travailler même au plus proche de l'élément sur lequel on veut émettre une surveillance. Oui, ben je peux qu'adhérer à ce propos et abonder dans le même sens. Nous, on a effectivement, dès le départ, plutôt pris le pli d'adopter des approches plutôt on-premise pour utiliser un anglicisme parce que les cas d'usage qui nous remontaient souvent utilisaient du signal vibratoire et qu'à un moment donné, pour prendre une décision en temps réel sur un signal qui est échantillonné en dessous de la milliseconde, le cloud est interdit, enfin est impossible puisque le temps de réponse est plutôt de l'ordre de la seconde, donc c'est 1000 fois trop lent, au moins 1000 fois trop lent, sans compter le risque de problème de connexion. Donc pour autant, depuis, on a ouvert nos solutions et on utilise également des solutions cloud quand c'est opportun. Par contre, très clairement, c'est la problématique du temps de réponse et de la fréquence d'échantillonnage des capteurs qui va être un des guides du choix du type de technologie cloud ou non cloud. J'ajoute éventuellement la sécurité qui peut être un critère, plus l'absence de connexion, puisqu'on a aussi, nous, des clients, notamment dans le domaine du nucléaire ou de l'aérospatial, où il n'y a pas forcément de connexion sur tout le site. Donc, dans ce cas-là, oui, on peut déployer un réseau 5G privé. En attendant que ce soit fait, on peut aussi travailler sur les solutions on-premise. Et du coup, parce qu'on parle aussi de beaucoup de volume de données, qu'il faut quand même un certain nombre pas mal de cas d'exemple, vous êtes plutôt des grosses sociétés. Comment vous voyez justement l'IA dans les plus petites sociétés ? Parce que pour le coup, moins de volume de données, moins de cas pratiques. Est-ce que finalement ça ne va pas être réservé aux grosses structures, aux structures importantes, multinationales comme vous êtes, pour cette problématique ? Pour moi, pas du tout. Donc quand on est un petit système à surveiller, il ne faut pas oublier que l'industriel, s'il met en place une surveillance pour lier à sa maintenance, c'est pour faire en sorte que son outil de production produit et qu'il ne s'arrête pas.
Dès qu'il s'arrête, ça lui coûte de l'argent. Donc conclusion, qu'il soit grand ou petit, les problématiques sont pareilles. Après peut-être les volumes seront différents. Quand on est chez un grand industriel qui possède 800 machines dans son atelier, c'est pas la même problématique que quelqu'un qui a uniquement que 50 machines dans l'atelier. Mais in fine, ce qu'il a besoin, c'est effectivement de sortir ses pièces en temps et en heure, et pour lequel, ensuite on a le ROI de cette machine, parce que souvent aujourd'hui les TRS, les taux de disponibilité, quand on interroge les industriels, ils vous disent bon, moi je suis à 80%, et quand on fait la mesure, on n'est pas loin de 40%. Donc ça veut dire que derrière, il y a aussi une méconnaissance effectivement de ce que l'outil est capable de produire. Alors, je suis d'accord. Après, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, je pense que on travaille énormément avec de gros, il faut le dire. On est prestataire de services et aujourd'hui, beaucoup de petits n'ont pas encore connaissance ou la collecte de données déjà. La partie instrumentation, donc pour moi, ça reste encore une technologie qui est très fermée pour les gros. Voilà. Oui, peut-être ce que je pourrais ajouter là-dessus. Oui, moi j'abonde complètement dans votre sens, hein. Je pense que la techno, elle est pour tout le monde. Par contre, il y a finalement le même type de difficulté pour les gros et les petits, c'est le sujet de la digitalisation, tout simplement, hein. Vous parliez avant de capteurs virtuels, par exemple. Bon, avant de fabriquer des capteurs virtuels, il faut quand même un minimum de capteurs physiques réels. Il faut aussi l'infrastructure qui permet de collecter et de centraliser ces données. Et ça, finalement, qu'on soit une PME ou une grande entreprise, nous on rencontre aussi des grandes entreprises qui sont très peu digitalisées. Et effectivement, je crois que c'était vous qui l'aviez dit aussi tout à l'heure, la meilleure manière finalement de passer dans le domaine de la data, c'est déjà d'avoir de la data, de la regarder, de la comprendre. C'est un petit peu le degré zéro de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'analyse descriptive, mais c'est quelque chose d'indispensable. Et c'est un élément sine qua non avant de vouloir prétendre à faire de l'intelligence artificielle. Il faut déjà commencer par collecter et voir ces données. Et bien souvent, quand on voit ces données, on se rend compte qu'on n'a que 40% de TRS, par exemple. Voilà. Donc il faut commencer par là, et ça c'est vrai pour les gros comme pour les petits. Alors avant de collecter, il faut d'abord connecter. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans l'industrie, vous avez des machines qui ont 6 mois et puis d'autres qui ont 20 ans. Et donc du coup, on se retrouve avec tous les phénomènes et toutes les problématiques que l'on a de protocoles, d'accès aux données, parce qu'une machine qui a 20 ans ne donne pas les mêmes données qu'une machine qui a 6 mois. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on est en train de travailler notamment chez des gros industriels où ils en sont uniquement qu'à connecter, collecter dans une sorte de data lake. Et là, ils sont en train de définir quel cas d'usage ils vont pouvoir faire de ces données. Et il y a aussi la problématique des données manquantes, puisque finalement, dans les pannes prédictives, dans la prédiction de panne, vous pouvez avoir besoin de données qui sont des drivers importants que la machine ne produit pas ou qu'aujourd'hui les capteurs ne produisent pas. Comment vous faites dans ce cas-là? Tout est physique, hein. Donc à un moment, on va rajouter du capteur, on va rajouter des éléments. On essaye au maximum, souvent, de travailler avec 0 capteur ajouté. Tout ce qu'on peut prendre, il ne faut pas oublier qu'un variateur de vitesse, il donne énormément d'informations, mais ça n'a jamais été exploité, historiquement. Donc, il vous donne déjà des notions de courant. Déjà, rien qu'avec le courant, vous êtes capable de savoir si vous avez un problème d'alignement, un problème de dur mécanique, si vous avez un couple résistant, etc. Pourquoi? Parce qu'à un moment du démarrage, il va monter son nombre d'ampérage à un niveau qui, normalement, ne correspond pas à un fonctionnement dit normal. Donc, déjà, vous avez une première indication. Donc, voilà. Donc, partant de là, utilisons déjà, et ça été dit, utilisons déjà les données existantes. Si elles n'existent pas, la vibration, on ne peut pas l'inventer. Donc, il faut un système qui détecte cette vibration, hein, donc cette fréquence. Dans ces cas-là, on va rajouter des capteurs de vibration. Alors maintenant, on fait des IoT. Hein. Nous, on a un IoT qui se met directement sur des moteurs asynchrones qui viennent se coller, qui est totalement non intrusif. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin, on ne remet pas en cause le programme automate, on ne remet pas en cause l'alimentation du moteur, on ne remet pas en cause sa chaîne de sécurité, on ne remet en cause de rien du tout. On vient coller simplement le capteur, c'est un IoT, et il envoie les informations, température, vibration, courant, champ électromagnétique, géolocalisation aussi, puisque il géolocalise. Et donc dans ces cas-là, avec ces informations-là, on a suffisamment d'informations pour faire de la maintenance prévisionnelle. On estime que globalement, avec les données que l'on a, on est capable de faire pratiquement 90% de l'analyse.
Je vais complètement dans votre sens, puisque nous, dans la plupart des cas d'usage, quand les clients viennent nous chercher sur des sujets particuliers, on commence par faire l'inventaire des données existantes. Et on regarde est-ce qu'on peut traiter la problématique à partir des données qui existent. Sinon, on préconise de rajouter des capteurs ou de recalculer des données, faire des variables proxy, ce type de choses. Mais en général, on essaye de faire ce qui existe, ne serait-ce que pour gagner du temps et aller plus vite et profiter d'éventuels historiques de données. Puisque depuis avant, on est en train de dire on analyse des données du passé pour anticiper des phénomènes futurs. Bon, je raccourcis un petit peu, mais si on installe un nouveau capteur, il va d'abord falloir attendre un certain temps pour avoir de l'historique de données. Donc on a vraiment intérêt à exploiter la donnée du passé quand elle est disponible. Et en ça, je reviens sur la question précédente, il y a un vrai sujet de la digitalisation qui parfois est plus complexe chez les entreprises plus grandes et plus anciennes, puisqu'il y a l'historique du parc. Finalement, vous avez avec le temps une hétérogénéité de systèmes qui ont été déployés, d'interfaces, de protocoles, etc., parfois anciens. Et c'est parfois plus simple pour une entreprise qui commence d'adopter un protocole et de mettre tout pareil partout, et puis ça va plus vite. Voilà. Et du coup, peut-être pour enchaîner, quels sont pour vous les enjeux de demain, à la fois chez vous, mais aussi sur la problématique de maintenance prédictive? C'est qui nous aide nous suivre, hein, parce que aujourd'hui il faut qu'il y ait l'adoption, et je pense qu'il y a adoption, mais je ne sais pas si effectivement les investissements on les met au bon endroit, parce qu'on voit qu'on fait souvent des POC. Alors nous on a arrêté de faire des POC, enfin on fait des POC uniquement si le COMEX, d'accord, a donné son aval aussi sur ce POC. Ça veut dire que derrière il y aura une suite, parce que souvent à un moment on a fait quand même des POC. Parce que le responsable d'atelier, on lui a donné un enjeu d'être 4.0. Bon, il dit comment je vais être 4.0. Bon, allez, on va mettre un système de data, on va faire 2-3 trucs, et puis ça devrait le faire, d'accord. Au moins, mon KPI, il est fait, hop, j'ai coché, et puis à la fin de l'année, pour mon entretien individuel professionnel, il sera bon. On a eu ces cas-là, hein. Et maintenant, on essaye d'avoir l'engagement en fait du COMEX, du groupe, de dire, bon, ok, on fait ça, mais c'est quoi le next step? Parce qu'effectivement, on peut passer un temps fou à vous aider effectivement à mettre en place, après avoir fait des études de maturité digitale, d'obsolescence, d'études de connectivité, d'études de cybersécurité pour voir si effectivement tout était en ordre. S'il n'y a pas de volonté, d'accord, dans l'entreprise de pouvoir investir là-dedans, parce qu'ils savent que ce n'est pas un investissement, hein. Ça va être à terme, d'accord, une grande rentabilité, puisque derrière ils vont gagner en productivité, ils vont gagner aussi en sécurité. Et ça, c'est un enjeu qui devrait normalement être de façon native dans la tête effectivement de ceux qui gèrent une entreprise. De votre côté, ouais, sur les enjeux, est-ce qu'il y a des enjeux de standardisation, on va dire, ou d'autres choses? C'est l'approche qu'on souhaite, et aujourd'hui, je pense que nous, en tant que prestataire, oui, c'est de pouvoir re-signer déjà les clients qu'on a aujourd'hui. On commence toujours avec un POC, et c'est vrai qu'à un moment donné, on veut passer sur une phase de projet et étendre et transversaliser cette technologie. Après, pour moi, aujourd'hui, c'est toujours dans la main de nos clients. Donc on espère que oui, la maintenance 4.0 aura son but à terme et sur le long terme. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup, enfin je sais pas, sur des projets sur mesure, peu réplicables, peu répliqués. Dites-moi. De mon point de vue, oui. Alors, il y a une transformation qui est en cours, et nous, on a commencé vraiment sur ces sujets en 2019. Rien sur ces, ça fait quoi? Je vais pas 5 ans, ouais, ça fait 5 ans. Rien que sur ces 5 ans, on a vu les choses évoluer. Au début, on était uniquement sur systématiquement des moutons à 5 pattes. Et là, on commence à avoir quand même une certaine récurrence, hein, qui sont d'ailleurs parfois matérialisés par des startups qui mettent des produits au point, qui les mettent sur le marché, ou même éventuellement des faiseurs de produits comme Siemens, que nous ne sommes pas. Nous sommes des intégrateurs et utilisons plutôt ces solutions. Donc on voit quand même une lente évolution sur ces sujets, mais je pense qu'il faudra encore quelques années avant d'avoir de vrais produits verticaux sur des problématiques données. Moi, le truc qu'on pose et qui marche tout seul, je n'y crois pas pour l'année prochaine. Voilà. On a du plug and play, hein, et ça se termine souvent en plug and pred, d'accord, donc on plug et on prie après, hein, pour voir si c'est sûr que ça marche. Non, nous on y pense, puisqu'on fait, comme vous l'avez dit, on fait des produits qui ont cette valeur ajoutée dans le produit, de pouvoir aller vers ce type de technologie. Mais pour moi, il y a deux axes. L'axe de la formation. Si on prend au berceau, on va dire, l'ensemble des techniciens, donc à partir de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, on commence à
expliquer un petit peu cette technologie. Donc ça, c'est le premier enjeu. Donc on est sûr d'avoir du personnel formé qui arrivera directement donc, dans les entreprises. Ensuite, si on forme aussi les entreprises existantes à leur donner les enjeux et ensuite à leur donnant les bonnes clés, ça aussi, ça fait partie effectivement des choses à mettre en place. Et ensuite, il y a aussi la formation au niveau des fameux constructeurs de machines. Parce que c'est eux qui proposent les machines et combien de machines arrivent aujourd'hui sans cette maintenance prévisionnelle? Elle n'existe pas. Et ensuite, le client dit, on va peut-être installer ça parce qu'effectivement, on constate que je dois surveiller tel moteur qui est un mixeur qui est primordial pour ma production. Et le moindre arrêt, parce que c'est un mélange particulier et qui doit être homogène, etc., je peux très bien détruire ma production. Donc, et c'est là il se pose des questions, il dit pourquoi on ne le met pas en amont? Donc ça veut dire que là aussi, il y a encore un gros travail à faire auprès des constructeurs de machines, parce qu'après l'intégrateur, lui, comme on dit, il va intégrer ces technologies, va les assembler, les différentes machines, c'est ce qui se passe souvent dans l'industrie automobile, hein, on fait l'assemblage final, lui, dans ces cas-là, il sera un utilisateur, on va dire, normalement satisfait, puisque derrière, il y a quand même les contrats de maintenance à la clé, et ça peut faire partie aussi d'un accompagnement supplémentaire durant toute la vie du produit, où l'IA va servir pour la maintenance, d'anticiper un petit peu. Si le client n'a pas les moyens, on va dire, de surveiller ses équipements, il peut toujours, au travers d'un contrat de service, les confier donc à un tiers, qui lui-même, si ces mécanismes sont en place, évitera de se déplacer inutilement, de manière préventive, alors qu'il peut le faire effectivement de manière planifiée. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on est, nous, sur ces activités de maintenance multitechnique. C'est une offre d'Eiffage Energy System également. Et c'est vrai qu'on rencontre, c'est là qu'on prend toute la dimension finalement de l'importance de ce qu'on appelle parfois pompeusement le désilotage des organisations, où finalement, bien souvent, la valeur dans les projets de data science, d'analyse statistique, voire d'intelligence artificielle, elle naît dans le croisement de sources de données hétérogènes. Alors hétérogène déjà du point de vue des fournisseurs de machines, mais là on reste dans la technique et sur la ligne de production. Si on prend le manufacturier comme l'automobile, vous avez un fournisseur X, Y, Z, c'est bien de pouvoir croiser leurs données. C'est pas forcément intéressant de croiser que les données de X, sachant que sur la ligne de production, X alimente Y qui alimente Z. Donc là il y a tout un intérêt à cette transversalité. Et ensuite, vous avez la partie effectivement de l'éducation, et finalement ça touche à l'émergence des cas d'usage. Parce que finalement, avoir des données, c'est super, mais la vraie vie des entreprises, c'est d'avoir des problématiques, de faire de la productivité, de la qualité sur les produits. Et comment on amène l'intelligence artificielle à aider sur ce cas-là? Déjà, le premier truc, c'est que les clients y pensent, et le réflexe de raisonner par analogie avec des cas d'usage qui auront peut-être été traités par ailleurs pour l'appliquer sur leur propre process. Mais pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils aient connaissance de ce qu'on peut faire avec cette technologie-là. Et pas juste sur une plaquette et en théorie, mais de mon point de vue, à travers des exemples de ce qui aurait pu être réalisé par ailleurs. Et c'est pour ça que nous, on a pris le parti, il y a à peu près 1 an maintenant, de lancer des formations d'acculturation destinées à des ingénieurs process, des ingénieurs maintenance, donc pas du tout des data scientists, pas du tout des informaticiens, des gens de métier qui ont les problèmes, qui ont déjà des données, qui peut-être les utilisent dans Excel ou des outils un petit peu mieux, peu importe, mais pour les aider à raisonner par analogie et à démarrer leur premier cas d'usage d'intelligence artificielle. Un peu comme ça s'est passé d'ailleurs dans la digitalisation, où il a fallu au départ justement allier le digital et le métier. C'était quand même une des premières fois où on avait des compétences et des verticales qui sont développées très fortement. Alors peut-être pour conclure, moi j'aimerais bien vous poser une question. Dans 5 ans, comment vous voyez votre activité sur la maintenance prédictive? Moi je serai en retraite, hein, donc... Vous la voyez bien du coup? Non, je la vois bien. Merci, pardon. Non, mais on voit bien que globalement que la technologie avance très vite et il y a beaucoup de startups qui se sont planchées sur tous ces algorithmes et de proposer des solutions. Aujourd'hui, on y va, mais on y va de façon positive parce qu'il y a un avenir là-dessus et il y a un besoin surtout. On l'a dit tout à l'heure, hein, un seul homme ne peut pas surveiller 50 ou 100 machines simultanément, donc ça veut dire que derrière, il lui faut apporter de l'aide. Donc pour moi, c'est qu'émergent. Hein. Donc après, si tout le monde a bien compris le fonctionnement, ils vont l'adopter, d'accord, quoi qu'il arrive. Alors pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, si... vous ne serez pas en retraite? Non, je démarre moi. Je démarre. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, on est au début. Et pour moi, qui représente une petite start-up qui se déploie plutôt bien,
Je pense que l'idée, comme le disait tout à l'heure, c'est travailler avec des équipementiers pour développer notre gamme de machine learning. Ça permettrait, parce qu'aujourd'hui on travaille vraiment au cas par cas. Donc on va aller chez des constructeurs automobiles qui vont travailler sur une machine qu'ils n'ont pas conçue. Bon, ils ont des connaissances de par les maintenances et tous les techniciens de maintenance, pardon. Mais aujourd'hui, je pense que la meilleure personne ou le meilleur interlocuteur pour développer des projets, c'est l'équipementier machine, et ça nous permettrait aussi d'avoir une croissance beaucoup plus rapide. C'est clair que ça va changer, je pense, beaucoup de choses du secteur de maintenance, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises embauchent à foison et il leur faut une dizaine d'années pour être autonomes et compétents sur les machines, avec un gros parc machine qui est aussi conséquent. Mais par contre, demain, dire que la maintenance sera du service, proposé par les équipementiers avec des contrats de maintenance qui sera revisité et revu, ça va devenir très intéressant. Ouais. D'accord. Côté Clemcy et Eiffage. Si je fais l'analogie avec ce qui s'est passé avec la digitalisation dans les entreprises et peut-être plus simplement l'arrivée de l'informatique tout simplement dans les entreprises, moi j'ai vécu ça parce que je suis sorti de l'école d'ingénieur en 1999, c'était un peu l'âge d'or où ça se développait massivement et donc je l'ai vu évoluer. Mais aujourd'hui, vous voyez, on se pose encore la question de la digitalisation des entreprises. Ça fait plus de 20 ans. Pour autant, je pense qu'on peut quand même s'accorder de dire que l'essentiel des entreprises ont pris conscience que sans un ordinateur, on ne peut plus produire. Voilà, je caricature à peine. Et je pense que sur le cas de l'intelligence artificielle, ça va être pareil, sauf que ça ira 2 ou 4 fois plus vite. Donc je pense que dans 5 ans, on sera à peu près au stade qu'on a été au bout de 20 ans avec la digitalisation et l'informatisation. Donc je pense qu'il va falloir être beaucoup plus réactif dans l'adoption. Je suis intimement convaincu que dans 10 ans, il y aura 2 sortes d'entreprises, celles qui feront de l'IA et puis celles qui n'existeront plus. Ok, sur cette belle conclusion, je vous remercie en tout cas, messieurs, puis je vous souhaite une bonne après-midi, bonne continuation. Merci.